On pense souvent que la jeunesse protège, qu'à 18 ans, la vie devrait être faite de projets, d'amitié, de rire et d'insouciance. Mais pour Elora, la réalité est tout autre. Après des mois d'hospitalisation pour anorexie, elle pensait que le pire était derrière elle. Pourtant, une nuit, une douleur brutale la réveille. Une douleur si violente qu'elle la décrit comme une lame brûlante plantée derrière l'œil. Commence alors un long parcours d'errance médicale, d'hospitalisation et d'incompréhension, jusqu'au diagnostic, algie vasculaire de la face, l'une des douleurs les plus intenses connues en médecine. Dans cet épisode, Elora raconte son combat, la douleur invisible, la solitude, la peur, mais aussi les petites victoires, l'espoir et la force de continuer malgré tout. Vous écoutez État d'âme, le podcast au cœur de votre santé, pour toutes les femmes dont le corps et l'esprit ont été bouleversés. Excellente écoute. Je m'appelle Elora, j'ai 18 ans et je suis en terminale SC2S. Je suis une fille qu'on décrit souvent comme solaire. J'aime rire et faire rire les autres. J'aime voir les gens autour de moi se sentir bien. Je suis sensible, mais peut-être même un peu trop parfois, mais j'ai toujours essayé de transformer ça en force. Je suis atteinte d'algie vasculaire de la face. Avant ça, j'avais déjà traversé quelque chose d'assez violent. J'ai passé 5 mois hospitalisée pour anorexie. J'étais sondée, branchée à des machines pour vivre, à un âge où on devrait penser aux sorties, aux amitiés, au premier amour, etc. Moi, je comptais les calories, les battements de mon cœur, les perfusions. Cette hospitalisation m'a marquée profondément, physiquement, mais surtout mentalement. J'ai dû réapprendre à manger, à accepter mon corps, à ne plus me voir comme une ennemie de moi-même. Quand je suis sortie de ça, je pensais que le pire était derrière moi. Je me suis dit, ça y est, maintenant je vais pouvoir vivre, reprendre le lycée, être normale. Mais je ne savais pas qu'un autre combat m'attendait. Ma première crise a eu lieu dans la nuit du 25 au 26 juin. Je me suis réveillée d'un coup, avec une douleur brutale, violente, même incompréhensible. Ce n'était pas un mal de tête fort. C'était comme si quelqu'un me plantait un couteau brûlant, une lame derrière l'œil, faisait des allers-retours dans mon œil comme si on m'écrasait le crâne de l'intérieur, comme si mon œil allait exploser. Je ne pouvais pas rester allongée, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas réfléchir. Je marchais dans ma chambre, je me tenais la tête en pleurant, je suppliais que ça s'arrête. J'ai vraiment cru que j'allais mourir ou que je devenais folle. À l'hôpital, on m'a dit que c'était sûrement une grosse migraine. On m'a donné des antidouleurs classiques, mais au fond, je savais que c'était pas juste une migraine. Après ça, les crises sont revenues encore plus fortes, plus fréquentes, et j'ai enchaîné des allers-retours aux urgences. Ma deuxième hospitalisation, IRM normale, ils ont conclu que c'est une grosse migraine. Troisième hospitalisation, on évoque une piste neurologique, puis on me dit que je suis trop jeune pour quelque chose de grave. On me renvoie chez moi avec c'est une migraine ophtalmique. Quatrième hospitalisation, examen, spécialiste, attente interminable, peur, tout ça pendant 2 semaines. Chaque retour à l'hôpital ravivait un traumatisme de mon anorexie, les odeurs, les machines, les perfusions. J'avais l'impression que mon corps me trahissait encore, mais le plus dur, c'était pas seulement la douleur physique. C'était de ne pas être crue, d'être traitée de menteuse, d'être considérée comme trop jeune pour être malade. D'entendre que c'était sans doute du stress, que ça allait passer, alors que moi je vivais une douleur qu'on décrit comme une des plus intenses connues en médecine. Quand le diagnostic est tombé, algie vasculaire de la face, j'ai ressenti un immense soulagement. Il y avait un nom, je n'étais pas folle, ce n'était pas exagéré, je ne faisais pas exprès et on le savait enfin. Et puis, quand j'ai appris qu'on l'appelait la maladie du suicide, parce que la douleur est tellement extrême que certains patients n'en peuvent plus, à 18 ans, entendre ça, c'est violent.
On comprend que c'est pas juste une maladie banale et qu'il n'y a pas de solution miracle. J'ai eu peur de vivre avec ça toute ma vie. Aujourd'hui, je suis en terminale. Je prépare le bac. Je devrais penser à mes études, à mon permis, à mes amis. Mais je vais avec la peur constante qu'une crise surgisse. Une crise peut me plier en deux, m'empêcher de parler, me faire pleurer malgré moi. J'ai dû annuler des sorties, j'ai quitté des cours, j'ai dû expliquer encore et encore ce que j'ai. Et parfois, je vois l'incompréhension dans les regards. On ne pense pas que la douleur peut être si forte le temps qu'on ne le vit pas, on ne sait pas. En même temps, je dois lutter contre mon anorexie, plus les crises. C'est épuisant d'être force tout le temps, c'est dur d'avoir 18 ans et de devoir gérer une douleur qui peut te faire perdre pied. Il y a eu un moment où c'était trop. La douleur physique et mentale s'est accumulée, où je me suis sentie totalement seule face à ça, ce qui m'a menée à faire une tentative de suicide. Il faut savoir aussi qu'une fois le diagnostic posé, on a commencé les traitements. Traitement de crise, oxygène, injection, traitement de fond, changement de molécules, ajustement, augmentation des doses, électrocardiogramme, etc. On a tout essayé. Chaque nouveau traitement portait un espoir. Chaque échec était une chute. Les effets secondaires, la fatigue, l'attente. Puis il y a cette phrase qui est arrivée petit à petit. On a testé les options principales et malheureusement rien ne fonctionne vraiment sur moi. Pas de traitement miracle, pas de solution qui stoppe les crises, juste moi et la douleur. On m'a dit qu'on ne pouvait plus rien pour moi, que j'allais devoir apprendre à vivre avec. On pourrait croire qu'après tout ça, je suis devenue dure. Mais en réalité, je suis juste devenue plus attentive aux petites choses, ce qui m'aide à tenir. Ce ne sont pas des choses spectaculaires, ce sont des détails. Déjà, j'ai appris à écouter mon corps. Avant, avec l'anorexie, j'étais en guerre contre lui. Je voulais le contrôler, le faire taire, le faire disparaître, etc. Aujourd'hui, même s'il me fait souffrir, j'essaye de l'écouter, de comprendre les signes avant qu'une crise, la tension dans l'œil, la fatigue étrange, l'électricité dans ma tête. Je note mes crises, je note l'heure, la durée, l'intensité. Ce carnet, c'est pas juste un suivi médical. C'est une façon de reprendre un peu le contrôle. Parce que quand tout semble imprévisible, écrire, ça me donne l'impression d'exister au milieu du chaos. Mais surtout, ce qui va te dire, c'est les petites victoires invisibles. Une matinée sans douleur ou un fou rire inattendu avec une amie. Un message reçu au bon moment, une bonne note alors que j'ai révisé en étant épuisée. Personne ne voit ces victoires-là, mais moi je les vois et je m'y accroche. Il y a aussi mes proches, même quand j'ai l'impression d'être un poids, même quand je culpabilise d'annuler, ils sont là. Leur patience, leur regard, leur sabalé, ça compte plus qu'ils ne l'imaginent. Et puis il y a moi, il y a cette petite voix intérieure qui, même dans les pires moments, murmure. Tiens encore un peu ou respire, la crise finira par passer. Parce qu'une chose est vraie, aucune crise n'est infinie. Elle est atroce, elle est violente, mais elle finit par s'arrêter. Et à chaque fois que je survis une crise, je me prouve que je suis plus forte que ce que je crois. L'espoir, c'est pas seulement quelque chose de constant. Il y a des jours où c'est immense et il y a des jours où il est minuscule. Parfois, l'espoir tient juste dans une phrase de médecin qui dit « la recherche avance », dans un nouveau traitement à essayer, dans l'idée qu'un spécialiste comprendra mieux. Mais mon plus grand espoir, il est plus intime que ça. C'est l'idée que ma vie ne se résumera pas à la maladie, que je ne serai pas la fille qui a l'algie, que je serai aussi celle qui a eu son bac malgré tout, celle qui a continué à aimer, à rire, à rêver. L'espoir, c'est imaginer un futur où je parle de tout ça au passé, où on me dit j'ai traversé ça et je suis encore là, parce que malgré la maladie du suicide, malgré l'intensité des crises, je suis encore là. Et tant que je suis là, il y a une possibilité, une rencontre, un traitement, une amélioration. L'espoir, parfois, c'est juste décider de ne pas abandonner aujourd'hui. Pas pour toute la vie, juste pour aujourd'hui. Si je devais parler à la personne qui écoute ce podcast, seule dans sa chambre ou n'importe où, peut-être en pleurant,
Je lui dirai: ta douleur est légitime. Même si elle ne se voit pas, même si on te dit que tu exagères, même si les examens sont normaux, ne laisse personne minimiser ce que tu ressens. Insiste, cherche, pose des questions. Tu as le droit d'être entendu, tu as le droit d'être prise au sérieux et surtout, ne reste pas seule avec ta souffrance. Je sais à quel point on peut se sentir isolé, différente, cassée. Je sais à quel point on peut avoir l'impression que personne ne comprend, mais quelque part, il y a toujours quelqu'un qui peut comprendre un morceau de ton histoire. Un médecin, une amie, un inconnu sur Internet ou même un membre de ta famille. Parle, même si ta voix tremble. Et si tu es dans un moment où tout semble noir, où la douleur physique ou mentale prend toute la place, rappelle-toi que les vagues finissent toujours par redescendre. Tu n'es pas faible parce que tu souffres. Tu es courageuse parce que tu continues. Moi aussi, j'ai cru que je n'y arriverais pas plus d'une fois. Et pourtant, je suis encore là. Et si moi, je peux être encore là, alors peut-être que toi aussi, tu peux tenir un peu plus longtemps. Juste un jour de plus, juste 1 heure de plus. Parfois, ça suffit pour que la lumière revienne.